Il avait une main profondément plongée dans le tiroir quand j'entrai. Pas un coup frappé, pas un bonjour, juste le bruit d'une fausse assurance enveloppée dans un pantalon chino et de l'eau de Cologne, debout dans mon bureau, feuilletant des dossiers qui ne lui appartenaient pas dans une maison qu'il ne payait pas. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai même pas fermé la porte derrière moi. « Vous cherchez quelque chose ?» demandai-je, entrant avec une tasse de café en papier, encore chaude. Il se retourna comme si j'avais interrompu une réunion. Ce petit sourire suffisant, celui qu'on voit sur les stagiaires qui pensent avoir fait une blague intelligente sur Slack, s'étala sur son visage. Elle a dit que je pouvais prendre les ébauches trimestrielles, a dit qu'elles étaient dans le bureau, j'essayais juste de l'aider à prendre de l'avance. Bien sûr, répondis-je en hochant la tête. Elle l'a mentionné, a dit que vous passeriez probablement. Je m'écartai et désignai paresseusement la chaise derrière mon bureau. Il vous attend. Les mots tombèrent étrangement, comme si j'avais dit quelque chose dans le désordre. L'homme se figea, non seulement confus, mais effrayé, puis la chaise pivota. Je n'ai jamais vu quelqu'un pâlir aussi vite. L'homme assis dans ma chaise ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Sa seule présence suffisait. Il était plus âgé, habillé proprement, mais pas ostentatoire. Une montre en or, une chemise simple, le genre d'homme que l'on oublie avoir rencontré jusqu'à ce qu'on se souvienne qu'il signe la fin de carrière des gens. Pendant une fraction de seconde, je vis le jeune homme faire ses calculs mentaux. Qui était ce type? Dans quel pétrin était-il? Et qu'est-ce qu'il venait de toucher qu'il n'aurait pas dû? Monsieur, balbutia l'intrus. Puis son téléphone lui échappa des mains et heurta le parquet avec un bruit sourd. Il ne rebondit même pas. Une partie de moi avait envie de rire, mais je ne l'ai pas fait. Je voulais qu'il mijote là-dedans. Voici le truc. Vous pensez être le personnage principal de votre petit drame d'aventure au travail. Vous plaisantez dans les canaux Slack, flirtez autour de Capuccino, vous vous envoyez des mèmes à 23h47 avec juste assez de déni plausible. Vous oubliez que quelqu'un surveille réellement les journaux. Que les RH ne suppriment pas l'activité des comptes. Que Slack peut être soumis à une assignation. Et surtout, vous oubliez que derrière chaque « Ah, ta femme est hilarante » avec un visage souriant et de la sueur, se cache un homme qui documente discrètement tout. Vous êtes probablement l'un d'eux. 90% d'entre vous qui lisez ceci pensent que vous êtes trop malin pour vous faire prendre. La plupart d'entre vous n'appuient même pas sur ce bouton d'abonnement. Juste écoutez, faites défiler, passez à autre chose. Mais peut-être appuyez sur ce « Suivre » maintenant. Cela fait savoir à l'équipe que vous regardez. Et croyez-moi, ce qui va suivre? Vous voulez voir jusqu'où cela va vraiment. Bref, revenons à notre invité indésirable. Il tenta de parler à nouveau, mais l'homme plus âgé leva un seul doigt, presque poliment, et cela le fit taire. Il se pencha en arrière dans la chaise comme s'il en était le propriétaire. D'une certaine manière, il l'était, une fois que vous avez accédé à du matériel interne en dehors de l'écosystème, dit-il doucement. Non accusateur, juste factuel. Et puis vous êtes entré dans une propriété privée pour le récupérer. Sous instruction. Les yeux du jeune homme papillonnèrent vers moi, puis vers l'imprimante sur l'étagère du coin, puis de nouveau vers le tiroir, toujours à moitié ouvert. Je ne savais pas, vous n'avez pas demandé, le coupai-je, parce que si vous l'aviez fait, vous sauriez que ces fichiers n'étaient pas ce qu'elle vous a dit qu'ils étaient. Il cligna rapidement des yeux, comme s'il essayait de se réveiller. Je me retournai et fermai la porte à clé derrière moi. Maintenant, il prêtait vraiment attention. Vous savez ce qui est intéressant, dis-je, marchant lentement vers la bibliothèque. Vous entrez dans le bureau à domicile d'un homme. Pas son cubicule, pas son canal Slack, sa maison. En supposant que la femme qui dort à côté de lui vous a donné la permission et vous ne vous arrêtez même pas pour réfléchir. Pourquoi maintenant? Pourquoi ces fichiers? Pourquoi sur papier? L'homme plus âgé le regardait comme un faucon étudiant une souris qui pense avoir encore un endroit où courir. S'il vous plaît, dit l'intrus, je n'ai rien pris. Je n'ai pas copié. Vous n'aviez pas besoin de le faire, dis-je. Elle l'a fait il y a des semaines. Depuis notre réseau, depuis notre Wi-Fi. Voulez-vous les journaux d'adresse MAC? Il secoua la tête. C'était en train de s'installer maintenant. Pas seulement la peur, la réalisation. Il était tombé sur quelque chose de plus grand qu'un mari jaloux et une analyste de feuilles de calcul séductrice. Il était tombé sur une pièce, une scène, et il n'était même pas un second rôle.
Il était un accessoire, un que j'attendais d'utiliser. Et l'homme derrière le bureau, eh bien, disons simplement que sa signature vivait toujours dans les journaux de l'administrateur de serveur. Et après aujourd'hui, celle de cet idiot aussi. 19h34, son SMS apparut comme une mauvaise chute. Dîner avec les filles verre à vin. Ne m'attends pas trace de baiser. Pas de nom, pas de lieu, pas de « je t'aime », juste des émojis et du vague. Comme si elle avait déjà bu une demi-bouteille de son alibi. Je ne répondis pas immédiatement, je fixais juste l'écran, regardant les 3 points apparaître, puis disparaître comme si elle n'arrivait pas à décider si un émoji bisou était de trop. 1 minute plus tard, je renvoyais. Déjà rentré. Nous avons eu de la visite. Rien. Silence radio. Le genre de silence qui s'accroche. Le genre qui vibre sous les côtes. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de ce qui n'a pas été dit, il s'agit de ce qu'elle ne pouvait soudainement plus dire. Elle ne rentra pas avant 23h13. J'étais dans le salon, allongé avec un livre que je ne lisais pas, un verre de whisky que je n'avais pas touché, les lumières tamisées, la cheminée allumée, vacillant contre le parquet. La clé frappa la serrure avec hésitation. Elle entra vêtue d'une robe que je n'avais jamais vue auparavant. Le genre que les gens portent quand ils veulent être remarqués et prétendent plus tard que c'était juste quelque chose de décontracté. Oh, dit-elle, posant son sac à main. Tu es rentré tôt. Faire semblant d'être surpris est un jeu délicat. Si vous en faites trop, vous avez l'air coupable. Si vous n'en faites pas assez, vous avez l'air d'avoir répété. Elle atterrit quelque part entre les deux, sa voix légèrement trop aiguë, comme si elle n'avait pas confiance qu'elle ne se brise pas. Je marquai une page dans le livre que je ne lisais pas et levai les yeux. Oui, dis-je, souriant faiblement. Juste à temps. Ton ami est passé. Pause. Un battement de trop long, ami. Je désignai le bureau avec le verre à la main. 35 ans, de belles chaussures, un menteur terrible. A dit que tu l'avais envoyé pour les ébauches trimestrielles. Elle rit mal. Ce rire court et forcé que les gens utilisent quand ils attendent de savoir si la blague a été comprise. Oh mon Dieu, Marc. Il voulait juste aider. Dis-je, en hochant la tête. Il a oublié son téléphone. Il en aura probablement besoin lundi à l'entreprise. Le moment se figea. Son visage ne s'effondra pas d'un coup. Il tressaillit comme une corde tirée quelque part derrière sa joue. C'était ça, le signe, pas la panique, pas la peur, la reconnaissance. Elle savait exactement qui avait été dans cette chaise. La couleur s'échappa lentement. Elle essaya de se couvrir. Tu ne lui as rien dit, n'est-ce pas? Rien qu'il ne savait déjà, dis-je, sirotant le whisky. Ça brûla enfin. Je veux dire, ce n'est qu'un malentendu, proposa-t-elle. Je pense qu'il cherchait un autre fichier. Peut-être quelque chose dont nous avons discuté au bureau. Tu l'as envoyé dans ma maison, la coupai-je, toujours calme. Pas de voix élevée, juste des faits. Il avait la main dans mon tiroir. Pas un espace de travail partagé. Pas un ordinateur portable fourni par l'entreprise. Mon bureau personnel. Celui que tu as dit ne jamais approcher. Elle croisa les bras puis les décroisa. Une centaine de stratégies de défense essayant de fleurir dans sa tête d'un seul coup. Pourquoi tu en fais tout un plat, dit-elle finalement, c'est juste un collègue. Tu redeviens paranoïaque. C'est comme la dernière fois où tu pensais que je cachais quelque chose et que ça n'était rien. Je me levai. Pas rapidement, pas menaçant, juste assez pour que l'énergie change. Je pense, dis-je lentement, que tu sais exactement ce que c'est, et je pense que tu espères que je n'ai pas compris depuis combien de temps ça dure. Elle ouvrit la bouche, la referma, essaya une tactique différente. Écoute, dit-elle, changeant de ton. Peut-être aurais-je dû le mentionner. Je n'ai juste pas pensé que c'était important. Nous avons été dans une situation étrange ces derniers temps, et parfois c'est plus facile de parler à quelqu'un qui comprend le stress que je subis. Quelqu'un qui m'écoute vraiment sans jugement. Voilà, le gaslighting. Je hochai la tête pensivement. Bien sûr, le gars à qui tu envoies plus de SMS qu'à ta sœur. Celui qui réagit à toutes tes histoires avec des émojis feués, oulala, tu es trop forte clin d'œil. Celui à qui tu racontes tout, sauf quand il est pris en flagrant délit d'infraction grave aux règles de l'entreprise dans mon bureau. Celui-là.
Elle baissa les yeux vers son sac à main comme si cela pouvait la téléporter hors de la pièce. Je laissai le silence s'étirer comme une corde. Tu sais ce qui est le pire? Dis-je finalement. Il n'a même pas hésité. Il est entré comme si les lieux lui appartenaient, comme si tu lui avais promis quelque chose. Un accès ou une confiance. Ou peut-être les deux. Ses lèvres tressaillirent, une lueur de culpabilité. Réelle cette fois. Je ne savais pas qu'il irait vraiment, murmura-t-elle. C'était censé être une blague. Je pris une autre gorgée de whisky. Alors peut-être que la prochaine fois, tu devrais choisir des pions plus intelligents. Et puis je tournai la page du livre à nouveau. Toujours sans lire, mais elle n'avait plus besoin de mots. Le piège ne consistait pas à les attraper. Il s'agissait de regarder ce qu'ils feraient une fois qu'ils réaliseraient qu'ils étaient déjà dedans. Cela a commencé par un coup. Non pas à ma porte, mais au bord de ma mémoire. Un titre, un communiqué de presse, une de ces déclarations d'entreprise belge qui ne disent rien et tout à la fois. PDG par intérim nommé chez Dunland Pharma après un départ soudain. Dunland, son entreprise, enfin, la nôtre techniquement. Je l'ai aidé à la construire il y a 10 ans avant de vendre mes parts, avant l'introduction en bourse, avant qu'elle ne devienne ce qu'elle est maintenant, une hydre lourde de départements, de politiques et de gens qui pensent que le sarcasme sur Slack compte comme de l'esprit. J'étais parti depuis longtemps quand ils l'ont embauché. Elle ne me voyait jamais comme rien de plus qu'un ingénieur système qui faisait quelque chose avec les startups, ce qui rendait cette réunion particulière délicate. Il y a 2 semaines, j'ai réservé un déjeuner dans un restaurant calme du quartier industriel. Pas le genre avec des cravates de pouvoir et des rires forcés. Celui-ci avait des banquettes graisseuses, des tasses ébréchées, et le meilleur club sandwich du coin. Personne ne remarque 2 hommes qui parlent ici. Il arriva exactement à l'heure. Comme toujours, Jean Dubois. Il n'était pas flashy, ne l'avait jamais été. Il avait le genre de visage que les gens des RH sous-estiment jusqu'à ce qu'ils les licencient. Nous avons travaillé ensemble à l'époque où nous n'étions que 5 à nous battre pour des testeurs bêta. Maintenant, il portait le costume, portait le poids, le titre, PDG par intérim, mais ne vous y trompez pas, Jean ne faisait pas de babysitting. Il nettoyait discrètement l'entreprise. Nous ne nous sommes pas serrés dans les bras, nous nous sommes juste salués de la tête et nous nous sommes assis. Il ne m'a pas demandé comment j'allais. Juste, alors, qu'est-ce qu'on regarde? J'ai fait glisser un simple dossier beige sur la table. À l'intérieur se trouvaient des journaux d'accès, des horodatages, des tunnels VPN acheminés via notre adresse IP domestique. Pas la sienne, la nôtre. Jean a parcouru les feuilles, imperturbable. Ses yeux se sont rétrécis sur la dernière page. Un filigrane de brouillon visible uniquement sous lumière bleue. Une astuce que j'avais conçue il y a des années, toujours utilisée, attrapant toujours les négligents. Cela a été consulté depuis votre maison, demanda-t-il. 3 fois différentes tard le soir. Une fois pendant que je dormais. Il a feuilleté jusqu'à la première page. Qui avait les identifiants? Elle les avait par le bac à sable partagé de son équipe, a dit qu'elle révisait le rapport trimestriel. Je l'ai cru. Puis j'ai vérifié l'historique. Et le gars? Je haussai un sourcil. Vous avez vu les journaux RH? Il sourit. J'en ai assez vu. La façon dont elle le défend dans les réunions stratégiques, couvre ses angles morts, rediriger la supervision, tout est subtil mais cohérent. Je hochai la tête. J'ai fait en sorte que le pare-feu attrape tout ce qui était touché par son jeton. Et disons simplement qu'il n'est pas aussi intelligent qu'il le pense. J'en pris une gorgée de café. Quel est votre but ici? Je veux voir le regard sur son visage quand il réalisera qui était derrière la vitre tout ce temps. C'est alors que Jean se pencha en arrière dans la cabine, croisa les bras, et prononça la phrase qui mit tout en mouvement. Laissez-moi m'asseoir dans cette chaise juste une fois. Je veux aussi voir son visage. Ce n'était pas de la vengeance. Pas pour lui. C'était quelque chose de plus froid, de plus net. Jean ne se souciait pas des liaisons, du manque de respect ou de l'affection volée. Il se souciait de la chaîne de possession, de l'exfiltration de données, de la tâche de fraude d'entreprise et de ce que cela faisait aux options d'achat d'actions. Ce n'est pas personnel, ajouta-t-il. C'est procédural. J'acquiesçai. Il tapota le dossier. Nous gérons ça proprement. Discrètement. Vous l'invitez dans la fosse au lion. Je vous attendrai dans la chaise.
nous gardons le service juridique en attente. Je ne veux pas de scandale. Je veux une lettre de démission et une coopération totale. Compris. Il se leva, laissa de l'argent sur la table. Et une dernière chose, j'attendis. Qu'elle soit directement impliquée ou non. Je veux aussi voir son visage. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, elle regardait un documentaire sur les faits divers dans notre chambre, les pieds sous une couverture, le verre de vin à moitié plein, l'écran de son téléphone s'allumant toutes les 15 secondes. Elle leva les yeux et sourit. « Tu es en retard ? Tout va bien ?» Je l'embrassai sur le front. Juste un déjeuner avec un vieil ami. Et puis je suis descendu, j'ai ouvert mon ancien ordinateur portable et j'ai revérifié le code du filigrane. Il fonctionnait toujours. Elle ne l'a jamais vu. Lui non plus. Mais lundi matin, ils le verraient tous les deux. La première chose que j'ai remarquée, ce n'est pas que le placard était déverrouillé. C'était qu'il avait été reverrouillé. Une différence subtile. On ne le remarque que si l'on est celui qui l'a verrouillé en premier lieu. 2 fois à chaque fois. Une fois pour s'assurer qu'il se ferme. Une fois pour s'assurer que personne d'autre ne pense que c'est important. Mais aujourd'hui, le déclic n'était pas bon. J'ai tourné la clé, j'ai ouvert, et j'ai fixé pendant peut-être 4 secondes avant de dire quoi que ce soit. 2 fichiers disparus. Tous 2 estampillés, brouillon archivé obsolète, en rouge dans le coin supérieur. Il fallait vraiment savoir quoi chercher pour les trouver. Elle, oui. Ce n'étaient pas les versions les plus récentes. C'est ce qui les rendait si parfaits parce que les versions les plus récentes avaient été déplacées il y a des semaines. Les fichiers dans ce placard, c'étaient des fruits empoisonnés conçus pour être volés, filigranés avec des balises temporelles intégrées, invisibles à moins de connaître le bon hachage de documents à tracer. Et elle ne le savait pas. Elle en savait assez pour reconnaître les mots-clés. Assez pour savoir que les brevets étaient pré-publics. Assez pour penser qu'elle faisait un coup de maître, mais pas assez pour voir que chaque page qu'elle touchait ferait saigner des métadonnées dans la piste d'audit. Je suis resté là un long moment, pas en colère, mais validé. L'appât avait fonctionné. Quelques semaines plus tôt, elle avait glissé. Pas de manière flagrante. Pas le genre d'erreur qui vous fait attraper. Juste le genre qui vous rend suspicieux. Un jour, elle avait laissé Slack ouvert sur la tablette du salon. Je n'avais pas fouiné. Je n'avais pas besoin de le faire. Les messages ne me concernaient même pas. Ils le concernaient lui. Marc, j'ai besoin de cette version dont tu as parlé. T31, la tienne était plus propre que la mienne, lol. Peux-tu vérifier si elle est dans les affaires de ton mari? Il a l'ébauche quelque part, je crois. Suivi d'un emoji clin d'œil, comme s'il partageait une blague intérieure. C'était le premier indice. Le second est venu un jour plus tard. Je suis entré dans le bureau à domicile après qu'elle venait de nettoyer. Le placard était toujours verrouillé, mais de la mauvaise manière. Ma clé a raclé les goupilles. Elle ne l'avait pas reverrouillé avec la même pression. C'était une empreinte digitale, juste en métal. Alors, j'ai attendu. Cette nuit-là, j'ai fait semblant de m'endormir sur le canapé. Elle est entrée sur la pointe des pieds, m'a regardé un peu trop longtemps, puis est retournée dans le bureau. Je n'ai pas suivi. J'ai juste vérifié l'application du thermostat. Les capteurs de la pièce ont confirmé un mouvement. 2 pieds 5 minutes. Elle était rapide, mais pas prudente. Le lendemain matin, j'ai remplacé les originaux par des copies. Toujours suffisamment authentiques pour tromper quelqu'un de niveau intermédiaire, juste assez obsolètes pour causer des dommages si elles étaient utilisées sans validation. Je voulais qu'elles soient volées. C'était le but. Ensuite, j'ai téléchargé les versions hachées dans un dossier de conformité fermé chez Dunland Pharma. Un que Jean et moi avions préparé autour d'un café et d'un mépris. Le genre de Dropbox numérique qui ne déclenche pas d'alarme tant qu'il n'en a pas besoin. Il traquait tout maintenant, pas seulement les journaux d'accès, les journaux d'impression, les empreintes digitales des appareils, les chemins de téléchargement, les requêtes à distance vers les dossiers partagés. Tout le réseau était parsemé de micro-pièges. Tout ce que j'avais à faire était d'attendre. Elle a essayé de couvrir ses traces. Je lui accorderai ça. Elle a supprimé ses recherches récentes, effacé les aperçus PDF, ne savait pas que j'avais déjà mis en miroir le disque des semaines auparavant. Même ses messages Slack, elle les a modifiés, a changé les brouillons en diapositives, a décalé le contexte.
Elle n'a pas réalisé que les modifications originales de l'admin VC étaient en texte brut. Le fait est que lorsque vous montez professionnellement, lorsque vous le faites pour vivre lors de réunions, de négociations, de QBR et de prévisions trimestrielles, vous oubliez que les mensonges ont une durée de vie, et les métadonnées non. Ce matin-là, elle m'a embrassé en me disant au revoir avant de se rendre à une journée complète d'appels clients. Elle avait l'air détendue, peut-être même suffisante, comme quelqu'un qui avait réussi un tour de magie à gros enjeux et supposait que personne ne regardait depuis le balcon. Je l'ai embrassée en retour. Bonne chance avec les diapositives. Elle s'est arrêtée juste une fraction de seconde. Pas assez pour dire quoi que ce soit, juste assez pour remarquer. Puis elle est partie. Je suis entré dans le bureau, j'ai ouvert le placard, et j'ai confirmé ce que je savais déjà. Les 2 brouillons obsolètes manquaient. Le jeu avait officiellement commencé. Et ce qu'elle ne réalisait pas, c'était ceci. La seconde où elle a copié ses fichiers, elle n'a pas seulement volé de mauvaises données. Elle est entrée dans une chaîne de possession. Et c'est là que son histoire a cessé d'être flirt et a commencé à devenir forensique. Il est entré comme s'il était chez lui. Lundi matin, 8h46. Café à la main, lanière de badge balançant à son cou, lunettes d'aviateur toujours sur le nez à l'intérieur. On aurait dit que le gars venait de signer un client à 10 millions d'euros au lieu de passer son week-end à fouiller le classeur d'un autre homme comme un raton laveur dans une poubelle de recyclage. Suffisant ne suffit pas. Il flottait pratiquement. Il a tapé dans la main de quelqu'un des opérations, a fait un clin d'œil à la réceptionniste, a affiché ce sourire, je vais y arriver, qu'il devait avoir pratiqué devant son miroir. Peut-être pensait-il que le vendredi avait été réglé. Peut-être pensait-il que je me tairais pour la protéger. Ou peut-être, très probablement, il n'a pas pensé du tout. Cela s'est arrêté au moment où 2 responsables de la conformité sont apparus à son bureau et lui ont demandé très poliment de les accompagner. Il a cligné des yeux. Maintenant, oui, salle de conférence C, il a essayé de rire. Dois-je prendre mon ordinateur portable? Ce ne sera pas nécessaire. C'est à ce moment-là que sa prise sur son café est devenue plus serrée. Les petites choses révèlent tout. Il les a suivis, toujours en train de jouer la comédie. J'espère que je ne me fais pas virer. Je n'ai même pas encore vérifié les mèmes d'aujourd'hui. Personne n'a ri à l'intérieur de la salle de conférence C. La température semblait différente. Pas l'air, l'énergie. Subtile, précise, froide. 3 personnes étaient déjà assises à la table. Le conseiller juridique de l'entreprise, l'analyste principal de la conformité. Et moi, ou plutôt moi, assis à l'extrémité, silencieux, observant, le même homme qu'il avait appelé « Monsieur » 3 jours plus tôt dans la panique, maintenant flanqué de personnes qui pouvaient écrire la fin de sa carrière avec une seule puce dans un rapport. Il a cessé de sourire. « De quoi s'agit-il » demanda-t-il, forçant un ton décontracté. Le responsable de la conformité n'a pas levé les yeux de ses notes. « Asseyez-vous, Marc. » Il s'est assis. Le service juridique a commencé. Voix mesurée. Nous enquêtons sur une violation potentielle des politiques de données internes concernant les ébauches de propriété intellectuelle protégée. Vous avez été nommé dans l'incident. Il a poussé un petit rire sarcastique attendu. C'est ridicule. Je n'ai rien pris. Personne n'a discuté. Personne n'a accusé. Au lieu de cela, un dossier mince a été placé devant lui. Il l'a ouvert. Première page. Une piste d'audit de son ordinateur portable professionnel. Journaux d'accès au disque. Horodatage de téléchargement de fichiers. Correspondance IP. Page suivante. Message Slack interne. Pas seulement les siens, les siens. 3e page. Une image fixe d'une caméra de sécurité. Mon couloir. Vendredi. Lui. Figé à mi-tour. La main dans mon tiroir. Sa voix s'est étranglée. Ce n'est pas ce que ça a l'air, dit-il. Je ne volais rien. Elle me l'a demandé. Qui est-elle, a demandé la conformité. Il a hésité. Le service juridique s'est penché en avant. Marc. Nous ne sommes pas là pour spéculer. Nous sommes là pour évaluer la responsabilité. Il existe de multiples indicateurs d'accès non autorisé aux fichiers. Des récupérations hors réseau, du matériel confidentiel téléchargé sur un appareil enregistré à votre nom.
Et maintenant, nous avons une présence physique sur une propriété privée où ces mêmes fichiers étaient stockés. Il m'a jeté un coup d'œil. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas cligné des yeux, j'ai juste gardé mon regard sur lui comme un insecte épinglé sous verre. Il avait l'air plus petit maintenant, pas physiquement, mais dépouillé. L'armure de la performance s'effondrait. Ce n'était pas mon idée, dit-il, la voix basse. Je ne savais même pas qu'ils étaient sensibles. Elle a juste dit de les prendre pour qu'on puisse préparer le dossier avant la révision de la semaine prochaine. J'ai pensé. Bordel, j'ai pensé que c'était bon. C'est une directrice. Elle n'est pas non plus votre avocate, a répondu le service juridique, froidement, et les directeurs n'ont pas l'autorité de contourner les protocoles de conformité, surtout pas sur la propriété intellectuelle signalée comme restreinte par la société mère. Le dossier a été fermé. Silence à nouveau. Il a tendu la main vers son café. Sa main tremblait. Il a manqué la poignée et a failli le renverser. Vous savez, a dit la conformité, faisant rouler un stylo entre ses doigts. C'est ironique. Marc a levé les yeux. Nous avons tout vérifié à cause d'un filigrane, une empreinte digitale intégrée à ces brouillons que vous avez copiés. C'est presque poétique. Notre système l'a signalé à cause de l'obsolescence de la version. Les plus récentes n'auraient pas sonné l'alarme. Marc a dégluti difficilement. C'était la véritable piqûre. La seule raison pour laquelle il était dans cette pièce était qu'elle et lui avaient été avides, trop pressés, trop sûrs que personne ne regardait. J'ai finalement parlé. Vous avez fait une erreur, dis-je calmement. Vous avez pensé que c'était une question de deux personnes se faufilant derrière le dos de quelqu'un. Il m'a regardé comme un enfant pris en flagrant délit, mais ça n'a jamais été ça, ai-je continué. Il ne s'agissait pas de jalousie ou de mariage. Il s'agissait d'accès. Vous avez franchi une ligne professionnelle et maintenant vous êtes dans une cage professionnelle. Il a ouvert la bouche pour argumenter et s'est arrêté. Il n'y avait plus rien à dire car le pire n'était pas qu'il était réprimandé. C'était que les personnes en face de lui n'étaient pas en colère. Elles étaient déçues parce que des pions comme lui auraient dû savoir mieux. Elles riaient quand l'appel arriva. Un restaurant fusion chic, des serviettes en lin blanc, un parking impossible, une salade de choucas hors de prix. Ses collègues étaient au milieu des plaisanteries du déjeuner. Le genre de conversation forcée et guillerette qui ne débouche jamais sur une véritable amitié. Elle tenait salon comme d'habitude. Sourire parfait, ongles impeccables. L'écran de son téléphone posé face contre table, comme si elle était trop présente, trop dans l'instant pour s'en soucier. Puis l'écran vibra. Ligne de l'entreprise de Jean Dubois. Elle se figea. Pas visiblement, juste subtilement. Un coup d'œil, une légère inclinaison de la tête comme si elle s'assurait que personne d'autre ne voyait le nom. Elle s'excusa avec un rire. Quelque chose à propos des toilettes ou d'un message urgent de sa gardienne de chien. Elle s'éloigna de la table, ses talons claquant. Elle prit l'appel près du couloir des toilettes. Le dos tourné au bar. « Salut, Jean », dit-elle un peu trop joyeusement. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Sa voix était froide. Pas dure, pas en colère, juste chirurgicale. « Nous vous remplaçons pour un congé temporaire. » Une pause, le sourire s'estompant. « Pardon ? Ceci est lié à une violation potentielle impliquant un employé, quelqu'un avec des liens personnels connus avec vous. » Attendez, je ne. Quelle violation ? C'est la première fois que l'audit interne a retracé un accès hors réseau à des documents restreints via une adresse IP domestique liée à votre compte personnel. Cela a coïncidé avec un incident physique impliquant un autre employé. Cet employé vous a nommé. Sa bouche s'ouvrit, mais rien ne sortit. Jean continua, imperturbable. Vous recevrez un email sous peu demandant une déclaration formelle. Votre accès système a déjà été suspendu. Veuillez retourner votre badge et votre ordinateur portable d'ici la fin de la journée. Ce n'est pas encore disciplinaire, mais le service juridique a des questions, et moi aussi. Jean, dit-elle, la voix soudainement tendue. Je n'ai rien autorisé. Il a mal compris. Ce n'est pas ce que vos messages Slack suggèrent. Elle cligna des yeux. Mais quoi ? Mais l'appel était déjà terminé. Le changement de ton était complet. Ce n'était pas un manager qui appelait sa subordonnée. C'était un système qui signalait une responsabilité. Elle resta là, téléphone toujours à la main, tandis que la musique d'ambiance et le tintement des verres du restaurant revenaient à ses oreilles.
Une minute passa avant qu'elle ne bouge, puis une autre. Elle ne retourna pas à table, ne paya pas l'addition, prit juste son sac et partit. Quand elle entra dans la maison 15 minutes plus tard, elle s'attendait au chaos, à des cris ou à une rage démonstrative, mais elle le trouva assis sur le tabouret de la cuisine, feuilletant un journal qu'il ne lisait jamais. Café à la main, calme. Elle posa son sac sur le comptoir. « Tu leur as dit » dit-elle. « Non » répondit-il sans lever les yeux. Il leur a dit. « J'ai juste regardé. » Elle expira brusquement. « C'est hors de contrôle. Ils pensent que J'en pense que j'ai planifié ça. Tu ne l'as pas fait. » Sa tête se redressa brusquement. « Bien sûr que non. Je ne savais pas qu'il irait vraiment fouiller tes affaires. » Il la regarda pour la première fois depuis qu'elle était entrée, mais tu lui as dit où c'était. Elle hésita. Pas directement, mais tu l'as suggéré. Plus de silence. Il se pencha en arrière, prit une gorgée de café. Tu as impliqué quelqu'un dans ma maison. C'était ton erreur. Elle croisa les bras. Je ne pensais pas que c'était si grave. C'est parce que tu pensais que c'était à propos de nous. Il tapota le bord de la tasse, mais une fois qu'il a touché ce tiroir, ce n'était plus personnel. C'est devenu procédural. Tu exagères. Il se leva lentement comme une marée montante. Non, dit-il, tu fais juste semblant que ça ne t'a pas déjà submergé. Sa bouche s'ouvrit à nouveau. Un discours répété sur la pression, le stress, la difficulté d'équilibrer le travail et les attentes, et comment elle avait juste besoin de se défouler auprès de quelqu'un qui l'écoutait. Mais il leva un doigt, non pas pour la faire taire, mais pour la mettre en pause en plein milieu de sa performance. Il ne s'agit pas de ta culpabilité, dit-il doucement. Il s'agit de ton schéma. Quel schéma? Tu penses toujours que tu es la personne la plus intelligente de la pièce, mais voici le problème. Il fit un pas de plus. Tu as oublié à qui appartenait la pièce. Elle tressaillit. Vérifie tes emails, ajouta-t-il, attrapant son manteau. Le service juridique attend déjà. Où vas-tu? Il la regarda pendant un long moment. Pas en colère, pas triomphant, juste déçu de finalement terminer quelque chose que j'aurais dû arrêter il y a 6 mois. Et puis il est parti. La laissant debout dans une maison où elle avait perdu le fil. Non pas à l'infidélité, pas même à l'ambition, mais à l'arrogance. La pire des sortes. Celle qui pense que personne ne regarde jusqu'à ce que le téléphone sonne et que l'on réalise que quelqu'un regardait. Elle attendit après le coucher du soleil. Plus de maquillage maintenant. Plus de bijoux. Les cheveux tirés en arrière comme si elle essayait de paraître plus petite, plus douce. Le genre de femme qui vient de faire une erreur, pas celle qui a orchestré un vol discret via son amant dans le bureau de son mari. Il était de nouveau à la table de la cuisine. Au même endroit qu'avant. Ordinateur portable ouvert cette fois. Une douce mélodie instrumentale fredonnait bas depuis le haut-parleur sur le comptoir. Quelque chose qu'elle jouait autrefois pendant le dîner quand ils cuisinaient encore ensemble. Je ne voulais pas que ça aille si loin, dit-elle, debout dans l'embrasure de la porte comme une élève devant le bureau du directeur. Il ne leva pas les yeux. Définissez ça. Elle entra lentement, les doigts tressaillant comme si elle voulait tendre la main, mais n'était pas sûre d'en avoir encore le droit. Vous avez fait votre point. D'accord. Il était stupide. J'étais stupide. Mais je n'ai rien volé. Je n'ai même pas ouvert les fichiers. C'était juste une mauvaise décision. Les mauvaises décisions, c'est ce qui brûle le pain grillé, dit-il, tapant toujours. C'était coordonné. Calculé. Vous n'avez juste pas pensé que quelqu'un calculait en retour. Elle s'assit en face de lui, essayant de retrouver la version de lui qui lui tenait la main quand elle était anxieuse. La version qui lui apportait de la soupe quand elle avait mal au ventre et laissait des mots doux dans son déjeuner. Mais cette version avait été remplacée discrètement, comme une mise à jour logicielle. On ne le remarque pas avant que tout ne commence à fonctionner différemment. Je ne pensais pas franchir de ligne légale, essaya-t-elle. C'est notre maison. Vos affaires sont partout. La moitié des fichiers sont dans le salon, pour l'amour du ciel. Ce ne sont pas ceux-là qui ont déclenché les clauses. Elle fit une pause. Quelle clause? Maintenant, il la regarda. Il fouilla dans le dossier à côté de lui, en sortit un document, le plaça soigneusement entre eux, tourné vers elle. Ce n'était pas long,
juste une page et demie, titrée en gras noir. Clause de contingence section 14b propriété intellectuelle et rupture de confiance conjugale datée d'il y a 6 mois. Elle le fixa, puis lui, puis de nouveau le document. Vous plaisantez, dit-elle d'un ton sec. Ce n'est pas une libération. C'est une confession. Son avocat s'en empara et le lut, le visage se crispant à chaque ligne. Absolument pas. Il n'y a pas de réciprocité ici. Vous lui demandez d'assumer la responsabilité totale pendant que vous vous en sortez protégé. Il parla enfin. C'est le but. Vous n'obtiendrez jamais cela devant un tribunal, dit l'avocat, essayant de rester composé. N'importe quel juge rejetterait cela. C'est coercitif. Ça n'ira pas devant le tribunal, répondit-il. C'est votre seule chance de l'en empêcher. Le silence devint lourd. Elle le regarda, les yeux plissés. Tu veux vraiment me détruire? Non, dit-il, tu l'as fait. Je ne fais que remplir les documents. Son avocat se pencha, murmurant maintenant quelque chose à propos de l'optique, de la découverte, du risque, des assignations, à quel point cela pourrait mal tourner si des emails refaisaient surface devant un jury. Elle ne répondit pas. Elle fixa juste la ligne où son nom était déjà imprimé. Le stylo à côté. Je perds tout si je signe ça, dit-elle, la voix tremblante. Il inclina la tête. Pas tout. Juste la version de toi-même que tu prétendais être. Elle ne le regarda plus, prit juste le stylo. Son avocat lui attrapa le poignet une dernière fois. Ne faites pas ça. Nous pouvons nous battre. Elle retira sa main. Signa, sans fioriture, sans pause, juste de l'encre. Le lundi suivant, son nom fut purgé de tous les systèmes de l'entreprise. Accès Outlook révoqué. Permission de serveur interne terminée. Compte Slack désactivé. LinkedIn mis à jour par omission. Bio d'entreprise disparu. Et ses indemnités de départ, 0 €. Pas de bonus, pas d'action, pas de mot de départ, juste effacé. Il n'en a jamais parlé, n'a jamais fanfaronné, pas de monologue discret ou de tweet passif-agressif. Mais à travers la ville, les recruteurs savaient, les sites d'emploi savaient. Et lentement, tout le monde aussi. Elle n'a pas été licenciée. Elle a été annulée. Non par vengeance, par protocole. Et le document qu'elle a signé, classé, notarié et envoyé au service juridique avec une seule ligne d'objet, clôture. 3 mois. C'est le temps qu'il a fallu pour que le monde cesse de prononcer son nom comme s'il avait de l'importance. Vint d'abord les licenciements, techniquement sans rapport restructuration, optimisation budgétaire puis les entretiens qui ne rappelaient jamais. Les recruteurs qui disparaissaient en plein milieu de la conversation. Les anciens collègues qui n'étaient soudainement plus sûrs d'avoir le pouvoir d'embauche. Chaque semaine, sa boîte de réception devenait plus froide. Chaque contact qu'elle sollicitait semblait un peu plus hésitant, plus formel, comme si son nom avait été discrètement dégradé en une responsabilité. Elle réduisit la taille de son appartement, échangea l'audit, commença à travailler en freelance sous une version différente de son nom, initiale seulement, biographie LinkedIn vague, aucune ancienne entreprise listée. Elle disait à ses amis qu'elle se réorientait vers le conseil, qu'elle maîtrisait enfin son temps. Mais la vérité se manifestait de petites manières, factures impayées, propositions ignorées, la douleur subtile et non dite de devenir oubliable. Et puis, la boîte. Marron clair. Pas d'étiquette de retour, pas de signature de carrière, juste là, posée dans le hall avec son nom griffonné au marqueur. Personne n'avait fait de bruit, pas d'information de suivi. Elle n'aurait pas dû passer la sécurité, mais elle l'a fait. Elle la porta à l'étage comme si elle allait exploser. À l'intérieur, un seul téléphone, coque noire, bords usés, fond d'écran familier, un qu'elle se souvenait l'avoir vu installé avec suffisance lors d'un déjeuner. Une photo où elle ne réalisait pas qu'elle se trouvait. C'était le téléphone de Marc, le collègue avec qui elle avait une liaison, sa brillante idée, écran éteint, pas de chargeur, juste l'appareil lui-même, et un seul morceau de papier collé sur le devant. 5 mots. Ne jamais envoyer des pions dans les bureaux. C'était tout. Pas de signature, pas de menace, juste ça. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle s'assit par terre dans son minuscule appartement, le dos contre le meuble IKEA bon marché, et relut la phrase. Ne jamais envoyer des pions dans les bureaux, parce que c'est tout ce qu'il avait jamais été. Pas un partenaire,
pas un co-conspirateur, juste un outil jetable. Elle ne l'avait pas aimé. Elle l'avait utilisé, lui avait donné de l'attention, lui avait confié des missions, lui avait chuchoté des louanges juste assez pour le garder prévisible. Et maintenant, il était hors réseau. Pas de réseaux sociaux, aucune trace. Quelqu'un l'avait fait passer à l'étape finale. Pas de vengeance, pas de drame, juste l'effacement. Le dernier email qu'elle lui avait envoyé des semaines auparavant affichait toujours « non livré ». Et elle. Elle ouvrit son ordinateur portable, regarda la dernière proposition de freelance qu'elle avait soumise, toujours marquée en rouge. Elle ferma le couvercle, fixa de nouveau la boîte. Le silence n'était plus seulement personnel maintenant. Il était professionnel, permanent. Parce que ce n'était pas une leçon, c'était une entrée de journal. Et dans un système construit par des hommes comme celui qu'elle avait un jour tenté de tromper, son nom était devenu exactement ce à quoi il ressemblait, expurgé.